La première, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. En Russie, une journaliste célèbre a été abattue, résolument opposée au régime de Vladimir Poutine. La guérilla essaye de rester à l'intérieur du théâtre. Ils s'attendent à ce qu'il y ait une prise d'assaut par les forces russes. Avec Mikhail Gorbatchev, on est passé depuis 2 ans à l'ère de la glasnost et de la perestroïka. La Russie s'apprête à plonger dans un gouffre creusé par Poutine et sa politique aveugle. Ces mots ont été écrits il y a exactement 20 ans. Sous la plume d'Anna Politkovskaya, journaliste à la Novaya Gazeta, inlassable témoin de la guerre en Tchétchénie et des errements de la société et du pouvoir russe. Le 7 octobre 2006, Anna Politkovskaya a été assassinée dans le hall d'entrée de son immeuble du centre de Moscou. Sa vie et sa mort racontent le lent basculement de la Russie, un quart de siècle après l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. La première, L'histoire continue. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue. Les élections présidentielles se tiennent en Russie ce week-end. Il n'y a aucun suspense quant à la victoire de Vladimir Poutine. Des élections pour lesquelles il n'y a presque pas eu de campagne, tant il est difficile de mener une opposition politique en Russie. Il y a un mois, l'opposant politique Alexeï Navalny mourait dans une prison de Sibérie. Il n'y a pas eu de campagne aussi parce qu'aujourd'hui, il est impossible pour la presse de présenter une vision critique du pouvoir russe. Toutes ces circonstances nous ont donné l'envie de vous parler d'Anna Politkovskaya, journaliste à la Novaya Gazeta, icône de la lutte pour la liberté d'expression en Russie. Elle est morte, assassinée en 2006, ça fait donc près de 20 ans. Mais ça nous a semblé intéressant de revenir sur cette figure aussi parce que raconter la vie et la mort d'Anna Politkovskaya, c'est raconter le lent basculement de la Russie depuis l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine, il y a maintenant presque 25 ans. Anna Politkovskaya avait à cœur de raconter la vérité, tout simplement. Pour parler d'elle et de la Russie de Vladimir Poutine, nous recevons Aude Merlin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de cours en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste de la Russie et du Caucase. Vous avez connu Anna Politkovskaya, vous l'avez rencontrée, vous avez travaillé avec elle comme interprète. Quand on vous a demandé de participer à cet épisode de l'Histoire continue, vous avez accepté sans hésitation. Pourquoi ? Parce que Anna est quelqu'un qui, effectivement, est entièrement... qui consacre son travail à la vérité, et elle a dit, elle a annoncé, elle a décrit, elle a enquêté, elle a investigué. Et donc, dès lors que j'ai eu l'occasion et la chance, une très grande chance, de travailler à ses côtés comme interprète, eh bien, c'est aussi un devoir. Je me dois de perpétuer sa mémoire, de la raconter, de parler de son travail et de son héritage. On se replonge dans nos archives. Anna Politkovskaya porte un sac de course quand elle pousse la porte de bois rouge de son immeuble du centre de Moscou en ce 7 octobre 2006. La croix verte de la pharmacie d'à côté, le sac qui tire au bout de son bras, ses lunettes carrées et ses cheveux gris depuis longtemps, alors qu'elle n'a que 48 ans. Bientôt, enfin, elle arrivera à l'ascenseur et le 7e étage qui l'amèneront à son appartement. En poussant la porte de son immeuble, la journaliste est inquiète. Cela fait plusieurs semaines qu'elle rencontre des hommes qu'elle ne connaît pas dans la cage d'escalier. Des hommes qui ne sentent pas l'alcool et qui semblent la surveiller. Elle a dit à Vera de rester sur ses gardes. Vera qui a déjà 26 ans et qui maintenant, et c'est une joie immense, porte une petite fille dans son ventre. Vera et son frère Ilya, ses enfants, qu'elle aurait voulu protéger de tout ça, mais qui seront toujours pris dans cette lutte qu'elle a décidé de mener pour pouvoir dire toute la vérité. Vera et Ilya qui, avant leurs 12 ans, ont dû apprendre où était caché le revolver dans l'appartement,
à qui il a fallu montrer les cachettes, apprendre à fuir en courant si le danger surgissait. La porte de l'immeuble s'enfonce sous la pression de sa main. Elle entre dans le hall d'entrée, se dirige vers l'ascenseur. Devant elle, un homme porte une casquette. À la main, il tient un pistolet Makarov 9 mm, une arme souvent utilisée par les forces de sécurité russes. La seconde d'après, l'homme tire à bout portant. Anna Politkovskaya est morte. Voilà comment se terminent toutes ces années de combat. Morte d'avoir voulu regarder la Russie en face, morte d'avoir cherché à dire ce qu'elle voyait, sans phare et sans mensonge. En Russie, une journaliste célèbre a été abattue, résolument opposée au régime de Vladimir Poutine. Anna Politkovskaya dénonçait régulièrement les violations des droits de l'homme commises par l'armée russe en Tchétchénie. Ce samedi, cette journaliste d'opposition a été tuée par balle à Moscou. Anna Politkovskaya est née à New York sous le nom d'Anna Mazepa, de parents ukrainiens. Comme sa sœur et comme sa mère, elle suivait ce père diplomate soviétique. Rentrée à Moscou, où elle étudie, le journalisme entre dans sa vie dans les années 80. Dans ces années où l'URSS est en train de changer. L'Union soviétique est un pays en pleine mutation. Avec Mikhaïl Gorbatchev, on est passé depuis 2 ans à l'ère de la glasnost et de la perestroïka. Autrement dit, la transparence et la reconstruction. Pour les journalistes de la RTBF qui vont en reportage sur place comme Jean-Marie Chauvier, tout à coup, le travail en Union soviétique change. Parce que la politique et la société sont en train de changer. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Nous avons en tout cas pu choisir et obtenu les interlocuteurs que nous souhaitions, a fortiori les gens que nous avons choisis dans la rue, et nous avons filmé avec beaucoup de liberté. Oui, donc là, c'est un changement. Et puis, je veux dire, ce qui change n'est peut-être pas visible, mais c'est surtout ce qu'on peut lire dans les journaux et ce qu'on peut entendre dans les conversations. Et c'est vraiment extraordinaire. C'est la première fois que j'entends ça. Je crois que c'est la première fois depuis une 50aine d'années. Ce qui se passe là-bas est vraiment fascinant et c'est un début, je crois. C'est dans cette Russie-là qu'Anna Politkovskaya devient journaliste. Il y a comme un appel d'air qui rend la vie et le travail de reporter plus respirables. Pourtant, après la chute de l'URSS et l'arrivée de Boris Yeltsin au pouvoir, les espoirs de transparence finiront par être douchés. En 1994, l'armée russe entre en Tchétchénie. L'intervention ce matin de l'armée russe contre la République de Tchétchénie qui a fait sécession de la Fédération russe. Insupportable pour Moscou. L'opération semblait imminente depuis quelques jours. Les blindés ont franchi la frontière ce matin en direction de la capitale Grozny. Anna Politkovskaya va faire de la Tchétchénie son grand terrain de reportage. Embauchée à la Novaya Gazeta, ce nouveau quotidien indépendant du pouvoir qui veut dénoncer les problèmes de la société russe, elle va sillonner le pays alors que la guerre résonne à nouveau, en 1999. Des montagnes à la capitale, Grozny, Anna Politkovskaya veut parler à la population, voir de ses propres yeux ce qu'il se passe, loin de Moscou. La deuxième guerre de Tchétchénie est aussi un grand pivot politique en Russie. La santé du président Boris Yeltsin décline. Le 31 décembre 1999, le dernier jour de l'année, un coup de tonnerre retentit depuis le Kremlin. Я ухожу. Geste spectaculaire à Moscou, le président Eltsine a choisi de démissionner en ce dernier jour de l'année, une date symbolique, un départ à peine anticipé 6 mois avant la date prévue pour l'élection présidentielle. Dans le message adressé à ses concitoyens, Boris Eltsine a justifié sa décision. Pourquoi rester au pouvoir encore 6 mois, a-t-il déclaré, quand le pays a besoin d'un homme fort, capable d'être président et en qui presque tous les Russes voient aujourd'hui leur avenir. L'homme fort dont Boris Yeltsin parle à mots à peine voilés, c'est Vladimir Poutine. Cet inconnu, quelques mois plus tôt, qui du jour au lendemain devient Premier ministre.
En août dernier, Vladimir Poutine, le Premier ministre, était le patron des services secrets, le FSB. C'était un inconnu pour la plupart des Russes. Nommé Premier ministre, il a ensuite bâti sa réputation d'homme ferme et énergique dans sa conduite de la guerre en Tchétchénie. Aller buter les bandits tchétchènes jusque dans les chiottes, déclarait-il notamment. Vladimir Poutine se construit politiquement sur la guerre en Tchétchénie. Anna Politkovskaya, elle, veut témoigner de ce qu'il se passe là-bas. Elle rencontre les maires comme les chefs de guerre. Elle a l'oreille tendue vers celles et ceux que l'on n'entend pas depuis Moscou. Elle tisse des relations avec ses ennemis du régime russe, ce qui va l'amener à jouer un rôle dans un des drames qui va secouer la société russe. Le 23 octobre 2002, les médias du monde entier ont les yeux rivés sur Moscou pendant toute la soirée. Depuis 19h, heure belge, 21h, heure de Moscou, un certain nombre de personnes, alors on ne sait plus maintenant si c'était 20 ou 30 ou 40 personnes, sont en train de prendre en otage plus de 700 personnes dans un théâtre populaire au sud de Moscou, un théâtre où se joue en ce moment une comédie musicale qui est très très populaire en Russie. Alors, la dernière nouvelle nous signale qu'en effet, ce serait un groupe tchétchène qui revendique officiellement cette prise d'otage. Le commando est accompagné, dit-on maintenant, d'une quarantaine de veuves de combattants tchétchènes et ils ont miné la salle qui contient, je vous le rappelle, quelques 700 personnes. Les preneurs d'otages annoncent qu'ils sont en mission suicide et qu'ils tueront 10 otages chaque fois qu'un des leurs sera tué. Le commando réclame la fin de l'occupation militaire de la Tchétchénie par la Russie, le retrait des troupes russes. Et il y a quelques personnes avec qui les preneurs d'otages acceptent de négocier, dont Anna Politkovskaya. Dans la nuit moscovite, la journaliste passe les cordons de sécurité pour entrer dans le théâtre. Mais à sa sortie, il y a peu d'espoir. La guérilla essaye de rester à l'intérieur du théâtre. Ils s'attendent à ce qu'il y ait une prise d'assaut par les forces russes. Il n'y a eu aucune demande d'argent et il n'y en aura pas. Ils sont venus ici pour mourir, ils attendent l'assaut et sont prêts à mourir dans la bataille. Après 3 longues journées, le matin du 26 octobre, les forces de sécurité russes donnent l'assaut sur le théâtre de la Dubrovka. 128 otages perdent la vie. Un gaz paralysant a été utilisé pendant l'assaut. Il y avait un antidote qui aurait pu être administré directement aux otages, mais les forces russes ne l'ont pas utilisé. Anna Politkovskaya est très marquée par la prise d'otages, par le nombre de victimes. Elle veut une fois de plus comprendre, expliquer, raconter comment le bilan des victimes peut être aussi élevé. Dans la Russie de Vladimir Poutine, c'est un vrai combat. Dans un livre publié en 2004, Anna Politkovskaya écrit ceci. Longtemps, je me suis demandé ce qui a provoqué ma révolte féroce contre Poutine. Pourquoi l'ai-je prise en grippe au point d'écrire un livre ? Je ne suis pas son opposante, ni son adversaire politique. Je suis tout simplement une citoyenne vivant en Russie. Je ne suis qu'une moscovite de 45 ans, c'est-à-dire que j'ai connu l'Union soviétique à l'époque du point culminant de sa décadence communiste des années 70-80, et je n'ai pas du tout envie de me retrouver de nouveau à cette période. Anna Politkovskaya a donc été tuée le 7 octobre 2006 dans le hall d'entrée de son immeuble. L'assassinat de la journaliste russe Anna Politkovskaya est un acte affreux et inacceptable, c'est ce qu'a déclaré le président russe Vladimir Poutine, tout en ajoutant que selon lui, l'influence de cette journaliste très critique à l'égard du Kremlin et donc de son régime était, je le cite, insignifiante. Vladimir Poutine minimise l'influence de la journaliste. Pourtant, lors de ses funérailles, il y a du monde dans les rues de Moscou pour jeter des fleurs sur le passage du cortège funéraire. Devant la porte rouge de son immeuble, des anonymes viennent déposer des fleurs, souvent avec amertume. Je ne pense pas qu'ils trouveront ceux qui ont commandité sa mort. Au minimum, ils éviteront toute condamnation, comme d'habitude. Nous n'avons pas cette habitude de trouver ceux qui ordonnent vraiment les meurtres, parce que la différence entre nous et l'Occident, c'est qu'ici, on tue pour se venger, pas pour couvrir des informations. Certes,
après la mort d'Anna Politkovskaya, il y aura des arrestations. En Russie, 1 an après l'assassinat de la journaliste Anna Politkovskaya, l'enquête sur la mort de cette opposante semble enfin progresser. 10 personnes ont été arrêtées et devraient bientôt être inculpées. Selon la procureure, il s'agirait d'un groupe dirigé par un mafieux tchétchène et composé de membres du ministère russe de l'Intérieur et du FSB, ex-KGB, autrement dit les services secrets russes. Malgré les arrestations, malgré les procès qui se sont tenus, le ou les commanditaires de l'assassinat d'Anna Politkovskaya n'ont jamais été identifiés, poursuivis ou condamnés. Quelques mois après la mort de la journaliste, sa fille Vera a donné la vie à une petite fille. Elle s'appelle Anna. La première, l'histoire continue. La vie et la mort d'Anna Politkovskaya, journaliste russe, assassinée le 7 octobre 2006 dans le hall donc de son immeuble à Moscou. Sa mort évidemment résonne très fort avec celle d'Alexei Navalny et celle d'autres opposants au régime russe. Elle a notamment été empoisonnement auquel elle a survécu. On va sans doute en reparler. Aude Merlin, avant de parler du travail d'Anna Politkovskaya, du contexte dans lequel elle a exercé son métier de journaliste à l'époque, est-ce qu'on peut parler d'elle? D'abord, peut-être dans quelles circonstances est-ce que vous l'avez rencontrée? C'était quoi comme type de journaliste, comme type de femme? C'était une femme qui était extrêmement attachante et en même temps dans une forme de droiture et de rigueur morale implacable, avec en même temps des accents par moments un petit peu enfantins. Enfin voilà, donc une femme de paradoxe, déterminée dans son travail, déterminée dans son engagement professionnel, et puis très endurcie par l'expérience de la fréquentation quasi incessante de la guerre, par l'expérience des menaces qu'elle subissait. Et donc, effectivement, mais une personne avec qui il était extrêmement agréable de converser, d'échanger, et précisément qui aussi avait besoin, entre 2 interviews, de se détendre. Donc, ça donnait lieu à des discussions un peu multicolores. Vous dites en 2 interviews, vous, dans quelles circonstances est-ce que vous l'avez rencontrée? J'ai eu l'occasion et la chance d'être son interprète français-russe pour une série d'interviews lorsqu'elle est venue à Paris présenter son livre « La Russie selon Poutine » qui venait d'être publié chez Buchet-Chastel. Et donc, c'était la promotion de son ouvrage. Donc, les journalistes défilaient. Et tous ceux qui ne comprenaient pas le russe avaient besoin d'un ou d'une interprète, et alors le hasard a fait, la vie a fait que c'était moi. C'est là que vous l'avez découverte. Enfin, personnellement, vous la connaissiez peut-être, mais... Voilà, je lisais ses articles, je lisais ses reportages. Quand j'allais en Tchétchénie, j'entendais régulièrement parler d'elle, à Moscou aussi, mais je n'avais pas eu l'occasion de la rencontrer ni à Moscou, ni en Tchétchénie. Et en revanche, c'est lors de cette semaine très intense, où là, j'étais avec elle, de 6h du matin à minuit, toute la semaine, et puis j'ai eu l'occasion de la revoir, de la retraduire pour une conférence en juin 2005, et puis de la recroiser à Copenhague, enfin voilà, dans différentes occasions autour de la question de la Tchétchénie. Est-ce que dans ces années-là, au début des années 2000, Anna Politkovskaya, c'est vraiment, et les journalistes de Novaya Gazeta, pour le média pour lequel elle travaille, est-ce que ce sont vraiment des exceptions? Est-ce que déjà ce sont des gens qui expérimentent, qui poussent les limites de l'espace de la liberté d'expression en Russie? Le très triste palmarès de journalistes assassinés ou morts dans des conditions étranges, donc collaborateurs de ce journal, dit quelque chose de ce journal. Donc si journalistes ou collaborateurs de Novaya Gazeta ont été assassinés ou sont morts dans des circonstances étranges. Donc, alors ça dit quelque chose, c'est-à-dire qu'effectivement, au début des années 2000, l'espace médiatique se réduit en Russie très fortement. Il s'est ouvert à partir de la fin des années 80 et il est en train de se refermer? Oui, alors il y avait eu l'assassinat de Listiev en 1995 de la chaîne ORT. Alors, donc de toute façon, la violence politique et la violence criminelle, économique, et pourrait-on dire mafieuse, faisaient partie de la configuration politique russe dans les années Eltsine également. Mais à partir de la fin 99, de l'arrivée de Vladimir Poutine, donc comme Premier ministre, puis en 2000 comme président, il y a une politique planifiée
de réduction de l'espace de libre expression, que ce soit au niveau politique, au niveau parlementaire, que ce soit au niveau donc médiatique, et que ce soit aussi dans le travail de la société civile et des ONG, des associations. Donc, il est vrai que ce bi-hebdomadaire indépendant, qui donc revendique très fortement son indépendance et en même temps sa rigueur de l'investigation, au fil des années, fait figure d'îlot. Dans un contexte qui est de plus en plus inamical vis-à-vis du journalisme indépendant. Elle sait qu'elle est en danger. Elle dit d'ailleurs, c'est un miracle que je sois en vie. Il y a un documentaire comme ça qui lui a été consacré et on l'entend le dire. Elle vit avec le danger qui plane au-dessus d'elle tout le temps. Absolument. Je me souviens justement donc la semaine où j'ai travaillé avec elle en avril 2005. Un matin, elle arrive donc aux éditions, puisque la plupart des interviews dans la journée se passaient donc aux éditions Buchet-Chastel, et elle arrive dans un état très fébrile parce que à ce moment-là circulaient des rumeurs sur la tête d'Anna Politkovskaya à abattre. Et donc elle voyait toutes ces menaces, elle savait, ça circulait, et donc elle vivait avec cela. D'ailleurs, elle a été victime d'un empoisonnement. On a parlé de la prise d'otage du théâtre de la Dubrovka à Moscou. Elle a voulu se rendre sur une autre prise d'otage qui a eu un énorme retentissement médiatique mondial. C'est la prise d'otage de Beslan dans une école. Elle a voulu s'y rendre. Et là, elle a été victime dans l'avion qu'elle empruntait pour pouvoir se rendre à Beslan d'un empoisonnement, elle aussi, j'ai envie de dire. Oui. Elle était animée par cette conviction que s'il se passe quelque chose de grave, de dramatique, un événement, elle, en tant que journaliste, doit être présente, doit le documenter, et sa présence peut avoir un impact positif. C'est-à-dire qu'elle avait aussi conscience du fait que les personnes comme elle étaient assez peu nombreuses à pouvoir dialoguer, et parfois dialoguer avec les deux parties du conflit tchétchène, et donc elle se savait potentiellement médiatrice. Et elle savait que des interlocuteurs tchétchènes pouvaient la reconnaître, elle, comme une des rares personnes russes dignes de confiance et avec qui il était possible de dialoguer. Et donc, elle a essayé immédiatement après la prise d'otage, donc dans l'école numéro 1 de Beslan, le 1er septembre 2004, de se rendre sur les lieux. Elle n'a pas pu monter dans l'avion. Il faut bien rappeler, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une obstination de sa part face à une politique de blocage de la part des autorités. Et elle a finalement réussi à monter dans un avion pour Rostov. Donc non pas pour Vladikavkaz, qui est près de Beslan, ou Minvod. Elle a donc dû... finalement, à force d'obstination, elle a pris un avion pour Rostov, qui est plus éloigné de Beslan. Elle a été très vigilante et elle a refusé donc de prendre le repas qui est distribué dans l'avion, mais elle a quand même pris un thé. Et ce thé a eu les effets que l'on sait, c'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et c'est un empoisonnement qui a pesé quand même physiquement à la fin de sa vie. Elle était quand même abîmée par cet empoisonnement. Alors oui et non, c'est-à-dire que ce qui est toujours difficile dans ce genre de situation, c'est d'isoler les variables en quelque sorte. Elle était éprouvée par le travail qu'elle faisait, elle était éprouvée par, malgré tout, une forme de sentiment d'impuissance. Elle avait de la colère, d'ailleurs c'est pas du tout un hasard si un de ses ouvrages s'intitule « Douloureuse Russie », sous-titre « Journal d'une femme en colère ». Et oui, il y a sans doute eu une fragilisation physiologique, mais alors n'étant pas médecin, voilà. Moi, effectivement, je l'ai vue en 2005. Donc, c'était 6 mois après cet empoisonnement, un peu plus de 6 mois, et elle en parlait. Elle en parlait beaucoup, et ce qui l'intéressait beaucoup aussi, c'était d'essayer de comprendre la mécanique de la production de ces poisons, la filière de la production, de l'accès, de l'utilisation. Donc, elle était toujours dans son rôle de journaliste, malgré tout, y compris par rapport à ce qui lui était arrivé sur le plan personnel et médical et politique. Et pour être tout à fait complète, l'impact de cet empoisonnement, c'est notamment sa fille, Vera Politkovskaya, qui raconte ça dans un livre qui vient de paraître et qui s'appelle « Une mère » et qui raconte de son point de vue à elle toute la vie de sa mère et toute l'action qu'elle a menée en Russie. Oui, peut-être un point sur cette enquête qui n'a mené à rien sur l'assassinat d'Anna Politkovskaya. Quelle conviction vous avez, vous, aujourd'hui, entre quelqu'un qui a pu agir peut-être de manière autonome au sein des services de sécurité ou directement la ligne depuis le sommet du Kremlin? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui?
Ou en tout cas le faisceau, parce que si on avait une certitude évidente, ça se saurait sans doute. Ce que l'on sait, c'est que quand un assassinat est politique en Russie, il n'y a pas de justice indépendante. D'accord. C'est tout ce que je peux dire. C'est-à-dire que pour sur le reste, le niveau où ça a été décidé, par exemple, c'est pas clair. Écoutez, en tout cas, c'est pas le travail de la chercheuse en sciences politiques que je suis d'être ni juge d'instruction ni journaliste d'investigation. Donc, je crois que notre travail, c'est d'analyser l'écosystème. Sur la question de l'écosystème, les choses sont assez claires. C'est-à-dire que quand vous avez un régime politique qui rend possible ce genre d'assassinat, qui est un assassinat politique, et qui se répète, évidence, et qui se répète, il est clair que c'est autorisé. Alors, il a eu lieu le jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine, il a eu lieu 2 jours après l'anniversaire de Ramzan Kadyrov, et au moment précis où Anna Politkovskaya s'apprêtait à publier un reportage qui mettait noir sur blanc l'établissement des faits de l'implication de Ramzan Kadyrov dans des faits de torture. Ça a été la Tchétchénie. Ramzan Kadyrov, chef de la République de Tchétchénie, fils donc de Ahmad Kadyrov, qui avait été mis en place par le Kremlin pour, entre guillemets, normaliser la situation d'une guerre coloniale, en fait, qui faisait rage dans cette petite République du Caucase et qui voyait, en fait, une armée russe donc perpétrer des exactions de façon massive et petit à petit les déléguer à des forces tchétchènes pro-Kremlin, qui sont donc incarnées par Ramzan Kadyrov, puisqu'il devient donc chef de la République en 2006 précisément. Et donc, elle enquêtait là-dessus. Et de nombreux témoignages, et Mémorial a fait un travail colossal sur tout cela. C'est une ONG qui est maintenant interdite en Russie. Qui a été, donc, dont les 2 grandes antennes moscovites ont été liquidées par la justice, je mets des guillemets, russe en 2021. Une grande ONG donc, de défense des droits humains russe et qui a été lauréate du prix Nobel de la paix en 2022 avec l'organisation Centre des libertés civiques ukrainiennes et Alias Bialyatsky, le Bélarus, défenseur des droits humains très courageux, très célèbre, qui est en prison au Bélarus aujourd'hui. Donc, Mémorial a aussi enquêté sur le fait que Ramzan Kadyrov torturait lui-même à main nue en riant. Notamment, voilà, il venait dans un gymnase qui était une prison illégale et il tournait la gégène, donc la torture par électricité, tout en poussant des grands éclats de rire, de sadisme, etc. Donc, elle enquêtait sur tout ça. Et son reportage allait paraître le lundi. 9 octobre 2006. Elle a été assassinée le samedi 7 octobre 2006. Donc voilà, moi je ne suis pas juge d'instruction, je n'ai pas... Mais il y a un contexte, évidemment. Mais bien évidemment. On présente souvent Anna Politkovskaya comme une opposante. Est-ce que c'était une opposante ? Mais elle le dit elle-même dans l'extrait que vous venez de lire. Elle dit « Je ne suis pas une adversaire ». Donc elle est russe. Elle vit avec son pays, elle fait partie des personnes qui... Alors, vous avez évoqué le cas de Navalny. Alors, il y a beaucoup de différences, bien sûr, entre les 2 personnes, mais peut-être un point commun est le fait de vouloir être en Russie, de ne pas vouloir s'exiler, de vouloir continuer, plus que tout, à parler à sa propre société, à ses concitoyens, à échanger, à dialoguer. Et c'est aussi ça qui la rendait très triste et parfois amère. On le voit dans La Russie selon Poutine, on le voit dans ses différents ouvrages. C'est-à-dire que les années 2000 en Russie, ce sont des années aussi où une classe moyenne russe urbaine commence à éclore et a tendance à s'étourdir dans la consommation. Et du coup, voit en quelque sorte ce mieux-être sur le plan matériel et ce confort comme une sorte de conséquence directe de l'arrivée du président Poutine au pouvoir. Et du coup, il y a même parfois, voilà, dans une partie de la population, il y a une satisfaction, voire une gratitude. Et elle s'échine à expliquer à ses concitoyens que c'est un régime qui repose sur la violence, qui est structurellement construit sur la violence. Et c'est en ce sens que son assassinat n'est pas une sorte d'effet vaguement collatéral, d'une dérive ou autre chose. C'est en ce sens que la guerre en Tchétchénie n'est pas une sorte d'abcès contenu ou de strapontin connexe à ce régime. C'est structurellement au cœur du régime et du système. Et ça, elle l'explique, et sa mort continue de le dire. Comme la mort d'autres personnes, l'assassinat de Natacha Estemirova après elle, qui travaillait aussi pour Novaya Gazeta, qui était membre de Mémorial en Tchétchénie, comme l'assassinat de Boris Nemtsov en 2015, comme ce qui vient de se passer avec la mort de Navalny. Donc, elle essayait d'ouvrir les yeux des autres.
La première, L'histoire continue. On évoque toujours les conséquences de cet assassinat d'Anna Politkovskaya en 2006 en Russie. Donc Anna Politkovskaya, on vient de le dire, qui avait pointé, enfin c'est vous qui venez de dire, Aude Merlin, la nature violente du régime de Poutine. Et elle assiste, elle, vraiment à un basculement. Ce qu'elle voit en tant que journaliste en ce début des années 2000 par rapport aux années 90 russes, c'est un vrai basculement avec l'arrivée de Poutine. Elle le voit, que cet homme-là, c'est pas un pantin dans l'histoire. Alors, basculement, il faut être très attentif parce que la première guerre de Tchétchénie a eu lieu sous Boris Eltsine. Donc, si on cherche des continuums, ils sont déjà à l'œuvre et en réalité, on pourrait surtout parler du fait que la démocratisation en Russie, en quelque sorte, n'a jamais vraiment commencé. Il y a eu une parenthèse, des balbutiements, effectivement de formidables initiatives sous Gorbatchev. On entendait Jean-Marie Chauvier qui s'émerveillait en fait des changements en tant que journaliste dans la capacité à obtenir des informations et des rencontres. Il y a une forme de continuum, même s'il y a un projet avec l'arrivée de Vladimir Poutine qui est le projet d'en référer en fait aux structures de force pour construire vraiment le logiciel politique du pays. Donc effectivement, elle le documente et elle le voit jour après jour. Et c'est assez intéressant d'ailleurs quand on relit certains de ses reportages et certaines de ses observations et analyses. C'est-à-dire qu'elle le voit au moment des législatives de décembre 2003, au moment donc du début du deuxième mandat de Vladimir Poutine à la présidence, donc de cette réélection en mai 2004, où elle est déjà dans un constat de deuil, en quelque sorte. C'est-à-dire, elle dit, il y a une sorte de vraiment politique très articulée qui vise à la fermeture, qui vise à écarter, marginaliser les voies libres et indépendantes. Et tout ça, elle le documente très, très fort, oui. Est-ce que... parce que on dit toujours Anna Politkovskaya, ce qu'elle, quelque part, représente dans l'esprit des gens qui connaissent peu, qui connaissent de loin, c'est vraiment cette lutte pour la liberté d'expression, cet espace qu'elle essaye de maintenir, les limites sur lesquelles elle va pousser. Est-ce que c'est pas aussi, quelque part, la surdité de la population russe par rapport à toute une série de questions, par rapport à ce qui se passe en Tchétchénie, par rapport aux dérives qu'on peut déjà trouver au sein de l'appareil politique, vous le disiez. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, le discrédit de l'idée de démocratie dans les années 90, du fait de la tourmente sociale, du fait de la façon dont l'économie de marché s'est engouffrée en Russie dans un contexte sans foi ni loi, avec énormément d'inégalités sociales, la découverte de la pauvreté ou de la paupérisation et de grandes inégalités. Ça, c'est quelque chose qui, sur le plan social, a beaucoup marqué. Et puis tout ce qui a été aussi finalement révélé par l'effondrement de l'Union soviétique a produit beaucoup de disqualification au sein de la société russe par rapport à l'idéal de démocratie. Et donc cette surdité, en fait, comme je le disais tout à l'heure, quand je parle d'étourdissement dans la consommation et de recherche d'un bien-être et d'un confort, c'est aussi la façon dont les citoyens russes, dans une grande majorité, et en tout cas pour ce qui concerne la classe moyenne émergente, d'une certaine façon, se met à souffler un peu par rapport aux difficiles conditions de vie des années 90. Et alors, du coup, il y a une espèce d'équation qui se joue entre le fait que les années 90, on les appelait celle de la démocratie, mais ça voulait dire vivre difficilement, et celle des années 2000, Vladimir Poutine parle de verticale du pouvoir et de dictature de la loi, et en même temps ça s'accompagne, mais par des effets qui sont des effets en fait contingents, c'est-à-dire le prix des hydrocarbures sur le marché mondial, et puis l'effet 11 septembre aussi, qui produit une forme de légitimation en Russie sur la question du durcissement, de la lutte antiterroriste, etc., mais qui fait que du coup finalement, verticale du pouvoir, dictature de la loi, se conjugue dans la perception d'une grande partie des Russes avec un mieux-être économique et social. Alors, les gens vivent leur vie, si je puis dire, ont leurs enfants, leurs vacances, leur travail, etc. Donc, ils préfèrent ne pas penser à la Tchétchénie, ne pas penser au fait qu'il y a des assassinats politiques, au fait que les libertés et droits sont en train d'être méthodiquement rognés. Et donc,
cette surdité, au fond, voilà, je crois que notre travail, c'est d'en analyser les ressorts et les causes. Mais pour elle, c'était une douleur immense. Et comme pour un certain nombre d'entre nous qui allions régulièrement en Tchétchénie et qui, au retour de la Tchétchénie, passions par Moscou, on a vécu, et c'est aussi pour ça que nos échanges avec elle, souvent, étaient tellement fournis et on avait tellement à se raconter l'une et l'autre. C'est-à-dire qu'on vivait cette même sensation par moments, mais en fait... d'isolement, de solitude, d'impuissance, de profond désespoir, précisément parce qu'on avait l'impression aussi d'être au milieu d'une espèce comme ça de... En fait, il y a quelque chose d'intangible autour de toi qui est là que tu peux pas percer parce que les gens ne veulent pas voir. Et aujourd'hui, après l'invasion de l'Ukraine, après le 24 février 2022, est-ce que c'est toujours cette même surdité dans la société russe ? Alors, du fait du Covid dans un premier temps, puis de cette invasion massive de l'Ukraine, je n'ai pas pu remettre les pieds en Russie depuis 2019. Et ça, c'est aussi une vraie difficulté. Ça rend effectivement notre travail compliqué et on pourrait dire que chaque jour, on perd de la pertinence scientifique quand on travaille sur le contemporain. Enfin, on essaye de travailler comme on peut. On rencontre beaucoup de Russes en exil et on a quand même accès, grâce aux chaînes Telegram, aux réseaux sociaux et voilà, et à nos liens en Russie encore aujourd'hui. On a quand même des accès. On peut continuer à travailler. Il ne faut pas sous-estimer le poids incroyable et qui est sans doute très difficile à imaginer depuis ici, mais de ce qu'est une machine de propagande massive qui s'insinue dans tous les foyers à travers la télévision et d'un discours ambiant. Il ne faut pas négliger ce que la gouvernance par la peur produit. Il ne faut pas négliger ce que la construction de l'image d'un ennemi commun et la façon dont la mobilisation de la construction de cet ennemi commun produit des effets en termes de cohésion sociale, au moins feinte ou fantasmée ou projetée, produit dans une société. Il ne faut pas sous-estimer l'effet que produisent les plus de 20 000 arrestations et interpellations qu'il y a eu depuis le 24 février 2022, jusqu'à la moindre personne qui sort avec du vernis à ongles bleu et jaune ou qui va donc sur les réseaux sociaux dire gloire à l'Ukraine et qui peut risquer donc une peine ferme d'incarcération et en tout cas des protocoles administratifs qui au bout du 3e deviennent une affaire pénale. Donc tout ça produit des effets très forts. Il ne faut pas sous-estimer ce qu'est l'effet de la dénonciation. Des étudiants dénoncent leurs professeurs, des professeurs dénoncent leurs étudiants. C'est-à-dire qu'une atomisation de la société avec un système et un régime où l'exécutif qui s'appuie sur les structures de force, et notamment les services de renseignement, finit par atomiser la société, ça devient coûteux d'avoir du courage. Et donc notre ami Oleg Orlov, donc membre de Mémorial, qui vient d'être emmené dans le fourgon cellulaire le 27 février 2024, donc pour avoir écrit un article qui s'intitulait « Ils voulaient le fascisme, ils l'ont eu », article qui a été publié en français donc sur Mediapart, donc que tous les auditeurs de la RTBF peuvent lire, où il explique, il articule sa pensée pour établir, donc en termes rationnels, ce qu'il décrit comme étant la fascisation de la Russie. Eh bien, c'est sûr que vous avez de nombreuses personnes qui n'ont pas le courage de vivre cela. Et donc, surdité, enfin voilà, vous avez une combinatoire de facteurs qui produit la situation face à laquelle nous sommes, avec, ne l'oublions pas, des centaines de milliers de Russes qui ont quitté la Russie aussi. Près d'1 million. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de Novaya Gazeta et de l'esprit d'Anna Politkovskaya ? Alors, Novaya Gazeta existe et existe même doublement, si l'on peut dire, puisqu'il y a toujours la rédaction en Russie avec Dmitri Muratov, qui a eu le prix Nobel de la paix en 2021 et qui continue à travailler, que nous avions rencontré à Moscou un mois après l'assassinat d'Anna et qui avait donné à ce moment-là sa lecture à la fois des événements et de l'évolution du pays. Et quand je repense à cet échange avec lui de 2006, il avait aussi
annoncé dans cette discussion. Il y a donc Novaya Gazeta à Moscou qui travaille, enfin à Moscou et partout en Russie, qui travaille et donc qui se garde bien d'utiliser le mot guerre et qui fait très très attention à ne pas passer sous le coup des 2 articles du code pénal qui ont été adoptés début mars 2022 et qui peut vraiment très très rapidement conduire à la fermeture du journal. Et puis il y a Novaya Gazeta Europe, qui est donc basé à l'extérieur de la Russie, dont le rédacteur en chef d'ailleurs parfois circule. Enfin voilà, j'ai eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises donc en exil et qui fait un travail colossal, qui continue donc à publier des enquêtes et là qui peut effectivement s'exprimer en utilisant un certain nombre de termes. Et puis vous avez donc différents journalistes comme Elena Kostyuchenko qui publie là son ouvrage Une croyance russe, qui d'ailleurs a elle aussi été empoisonnée à Berlin, qui a fait un travail colossal en Ukraine après le début de l'invasion massive. Donc vous avez des journalistes de Novaya Gazeta qui continuent à travailler. Et d'ailleurs, il y a d'autres médias ou sources d'information aussi, notamment sur les chaînes Telegram, dans lesquelles travaillent de jeunes journalistes russes ou moins jeunes. Enfin, on a l'occasion à Bruxelles régulièrement de croiser des personnes qui continuent inlassablement à travailler pour la vérité. Ça veut dire que cette aspiration à la liberté d'expression, cette aspiration à la vérité d'Anna Politkovskaya, elle perdure en Russie, auprès des journalistes russes, de certains journalistes russes, avec toutes les difficultés que l'on connaît depuis le 24 février 2022. Merci beaucoup, Aude Merlin, d'avoir été avec nous pour faire revivre cette personnalité d'Anna Politkovskaya. Merci à vous. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Soluma, une émission réalisée par Bawandine et coordonnée par Émilie Malice.